Donc ce soir, on va aborder un auteur français, Voltaire, agent de l'étranger, ou suppôt de l'anti-France, ou agent de l'intelligence service pour moderniser. Il s'agit dans ce cercle de défendre et d'illustrer la culture française et chrétienne. Précédemment, le professeur Magnard a montré Montaigne au-delà de la doxa, le vrai Montaigne, non pas tel que les Sorbonnards contre lesquels ferraillait Péguy, mais le vrai Montaigne, non pas le sceptique, mais le croyant. Aujourd'hui, après les attentats de quelques petits barbares dans Paris il y a quelques mois, on a ressorti le traité de la tolérance et ça s'est vendu malheureusement comme des petits pains. Les gens ne connaissent pas qui est réellement Voltaire, ni ses thèmes. Voltaire, sur ses terres, vivait comme un petit noublion et faisait bien attention à qu'on respectât ses droits seigneuriaux. Il allait jusqu'à se faire encenser au banc du seigneur du village. Or, c'est un destructeur. Il se sert d'une langue arrivée à sa perfection pour détruire le génie français. Et on peut voir la fascination et haine, en particulier dans des textes qui ne sautent pas aux yeux à prime abord. Je pense par exemple au siècle de Louis XIV. L'ironie de Voltaire perce dans sa soi-disant pièce anti-musulmane, Mahomet, qu'il a l'outrecuidance de dédicacer à un pape. En réalité, il s'attaque à toute religion. Lorsqu'il s'agit de lutter, au fond, contre l'infâme, c'est-à-dire l'Église catholique, il va défendre des parpaillots et autres personnages peu reluisants. Et il a pu séduire l'opinion publique qui commençait à se former à l'époque. Alors je vous invite à lire, entre autres, l'étude sur l'opinion publique de Bernard Faye. Dans ses lettres, il montre pertinemment ses intimes qu'il se moque éperdument de l'innocence ou non de Calas et des autres. Il s'agit uniquement d'une arme de guerre. Ce personnage, il ne faut pas l'oublier, était un négrier, comme Montesquieu, comme tant d'autres, antisémite notoire. Certains de ses passages, si on les republiait, mais l'éditeur serait convoqué devant la 17e chambre correctionnelle. C'est un franc-maçon sans tablier. Hein, il ne faut pas avoir des francs-maçons partout. Il a été reçu en grande pompe dans la maison des Jésuites à côté, la loge des 9 sœurs. Il n'y a pas besoin de tablier. Il faisait très bien son travail de destruction. C'était un touche-à-tout brillant. Il s'est attaché même à traduire et à divulguer les pensées de Newton, mais toujours avec l'objectif de montrer la supériorité de l'Angleterre ou de la Prusse sur le catholicisme latin. Et vous voyez ça d'une manière extrêmement évidente dans les lettres anglaises, en particulier dans la fameuse lettre où il évoque la flotte anglaise. Alors vous avez une véritable péricope de style latin, parce qu'à l'époque on faisait encore des humanités, on n'avait pas des imbéciles pour nous gouverner, illettrés. Et la phrase chute. Et on voit très bien que celui qui a le pouvoir, c'est le commerçant, et non pas le militaire, ou le chef d'État. Voilà le modèle que promeut Voltaire, contre lesquels ont lutté, entre autres, Benoît XVI, la pensée anglo-saxonne, le relativisme. Bon, je pense en avoir dit assez. Donc ce soir, on a le privilège d'avoir Madame Marion Sigaud, assez connue, qui a fait un nom, et que certainement on réinvitera plus tard. À vous, là-bas. Merci. Merci beaucoup. Voltaire contre la France. Il n'est pas facile, bien évidemment, il n'est pas question d'envisager de balayer en une heure ou même en deux ou même en quelques heures
toutes les attaques que Voltaire a pu lancer contre notre pauvre pays. Mais comme frère Thierry l'a si bien annoncé, je vais vous parler de ce qui tourne autour du traité de la tolérance et de l'affaire Calas, et vous allez voir qu'un simple fait divers comme celui de l'affaire Calas et ce que Voltaire en a fait est suffisant pour illustrer pour qui roulait Voltaire et avec quelle efficacité. Vous allez voir une efficacité absolument redoutable. Le traité de la tolérance tourne autour de ce qu'on appelle l'affaire Calas. L'affaire Calas, qu'est-ce que c'est? Pour Voltaire, l'affaire Calas est un crime judiciaire. C'est-à-dire que le traité de la tolérance commence par ces mots, le crime, le meurtre de Jean Calas à Toulouse par la voie judiciaire le 10 mars 1762. Quand la justice, le Parlement de Toulouse a condamné à mort et fait exécuter Jean Calas, Voltaire appelle cela un crime, un meurtre. Or, il s'agit, pourquoi Voltaire appelle-t-il la mort de Jean Calas un crime judiciaire ou un meurtre? C'est parce que Jean Calas était protestant et que Voltaire nous affirme que c'est parce qu'il était protestant qu'il a été exécuté, qu'il a été mis à mort. La justice était fanatique, le peuple français était fanatique, et pour lutter contre ce fanatisme catholique contre les protestants, Voltaire nous a concocté le traité de la tolérance. Il a lancé une campagne de réhabilitation de Jean Calas dans les mois qui ont suivi sa connaissance de l'affaire, et cette campagne a été absolument victorieuse. Jean Calas a été réhabilité, le procès qui l'avait condamné a été cassé, et ce fait divers suivi de cette campagne victorieuse de Voltaire ont fait de lui une icône mondiale. Une icône mondiale. Voltaire égale Calas, Calas égale victoire de Voltaire. Tout Voltaire est peut-être résumé, si on voulait ne retenir de Voltaire qu'une seule chose, ça pourrait être l'affaire Calas, si on voulait résumer pour les enfants, pour des gens qui n'ont pas entendu parler de lui. Qui est Voltaire? C'était un type épouvantable, il avait un caractère infernal, il était pingre, il avait toutes les vices et tous les défauts, mais il a fait réhabiliter un innocent, c'est-à-dire Jean Calas, injustement accusé parce qu'il était protestant et exécuté par une justice aux ordres et à la dévotion du fanatisme catholique. Alors, qu'est-ce que fut vraiment l'affaire Calas? Sincèrement, j'ai voulu, au début, quand j'ai commencé à découvrir Voltaire, je faisais comme la plupart des gens qui n'étaient pas entrés véritablement dans le dossier. Je disais, comme je viens de vous dire, Voltaire était abominable, mais au moins il a fait réhabiliter Calas. Bon, je ne dis plus ça, je dis il était abominable et il a fait réhabiliter Jean Calas. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que l'affaire Jean Calas? L'affaire Calas commence le 13 octobre 1761 à Toulouse, dans une rue commerçante, dans laquelle on trouve le cadavre d'un jeune homme qui s'appelle Marc-Antoine Calas. On trouve son cadavre étranglé au rez-de-chaussée de la maison, le rez-de-chaussée étant une boutique et un magasin donnant sur la rue, alors que la famille soupait à l'étage, au premier étage. La situation est la suivante. Le père, les deux fils, la mère, une servante et un ami de passage soupent au premier étage de la maison. Le soir, après le dîner, Marc-Antoine, le frère aîné, descend pour, dit-il, aller probablement jouer au billard, enfin c'était son habitude. Une heure après, son frère Pierre veut raccompagner l'ami de passage qui s'appelle Gobert Lavaïs. Il prend un flambeau, il dit bonsoir à la compagnie, il descend et en passant devant la boutique, c'est-à-dire il y avait entre la cour arrière de la maison et la rue, ce qu'on appelait à l'époque une allée, qui est simplement un corridor, et la porte du magasin ouvrait sur le corridor. En passant, Pierre Calas et son ami Gobert voient que la porte est ouverte, ils entrent et ils trouvent le cadavre de Marc-Antoine étranglé par terre. Il pousse des cris, le père descend, la mère descend, la servante ouvre les fenêtres en disant on l'a tué, on l'a tué. La population autour de la maison se mobilise. Et au moment où les autorités arrivent, les autorités c'est ce qu'on appelle un capitoul. Un capitoul c'est un édile de la ville de Toulouse, puisque la mairie, l'hôtel de ville de Toulouse s'appelait le Capitole, donc un magistrat municipal s'appelle un capitoul. Le capitoul David de Baudrigue se rend sur les lieux, il interroge toute la famille, et toute la famille, sous serment, disent nous avons trouvé Marc-Antoine étendu par terre, mort et étranglé. Et à ce moment-là, le capitoul arrête toute la famille. La façon qu'ont les deux téléfilms que j'ai vus,
qui ont été faits l'un dans les années 60 et l'autre dans les années 90, la façon de présenter les choses consiste à dire que au moment où le Capitoul arrive, il prend les dépositions de tout le monde, il va pour sortir quand la foule amassée lui crie « Comment vous n'allez pas les laisser s'en sortir comme ça? Ce sont des protestants !» Et à ce moment-là, le Capitoul fait demi-tour tout et il arrête tout le monde parce qu'ils sont protestants. Il est bien évident que ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vais vous raconter la véritable histoire de la mort de Marc-Antoine Calas. Toute la famille a menti. Ils ont dit sous serment qu'ils l'avaient trouvé allongé par terre. Le Capitoul, accompagné d'archers, est arrivé sur les lieux au moins 2 heures à 2h30 après les fêtes. Donc toute la famille avait eu le temps de se mettre d'accord sur une version plausible. Le surlendemain, alors qu'ils étaient tous arrêtés, le père est revenu sur sa déposition de la première heure en disant « Nous avons menti, nous avons trouvé notre fils pendu entre 2 portes, c'est parce qu'il s'est suicidé que nous n'avons pas voulu le faire savoir et que nous avons menti parce que nous ne voulions pas qu'il subisse le sort infamant qu'on faisait subir aux suicidés. » Le Capitoul continue son enquête. Alors on trouve, comment est-ce que je me suis renseigné pour savoir ce qui s'est passé? J'ai lu d'abord plusieurs auteurs qui se sont penchés de très très près sur l'affaire, puis je suis allé chercher le dossier. Alors je vous signale quand même que les archives de Toulouse mettent à la disposition du public l'intégralité du dossier sur Internet. Il faut s'inscrire, vous ne l'avez pas en libre accès, mais si vous vous inscrivez aux archives, et tout le monde peut le faire, vous pourrez avoir accès et vous verrez que ce que je raconte est absolument authentique. Donc, la foule qui est persuadée, au moment où on découvre que Marc-Antoine est mort, les voisins disent « Mais Marc-Antoine voulait se faire sa première communion demain. » Et les voisins disent « Oui, oui, Marc-Antoine a dit qu'il voulait se faire catholique. » Alors on sait que les Calas sont protestants, mais comme il n'y a plus de protestants officiellement dans le Royaume de France, ce sont des protestants qui se cachent. Si le fils veut faire sa communion, ça veut dire que il va prendre une position publique, qu'il quitte la religion familiale, comme avait fait un de ses frères. Le petit frère, l'avant-dernier frère Calas, avait embrassé la religion catholique et ça avait été un drame dans la famille. Voltaire le niera, Voltaire dira, le père Calas était tout à fait d'accord avec la conversion de son fils, c'est évidemment pas vrai, Voltaire ment tout le temps. La conversion du premier fils, Louis, du premier fils au catholicisme a été un drame pour la famille, le père s'est fâché tout rouge, le fils a été obligé, pour que son père continue de l'entretenir jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études, le fils a été obligé de faire intervenir l'autorité publique, en l'occurrence le subdélégué Amblard, pour obtenir un jugement en sa faveur, jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études. Donc Voltaire fera à croire que tout cela n'existe pas et que le père Calas était tout à fait d'accord avec le fait que ses fils choisissent la religion qu'ils voulaient, c'est absolument faux. Toujours est-il que la foule autour de la maison a dit Marc-Antoine Calas voulait se convertir au catholicisme et c'est pour ça que son père l'a tué. C'est à partir de cette version des choses que Voltaire va faire toute sa campagne. Voltaire va dire la populace qui n'y connaissait rien a accusé le père d'avoir tué son fils parce qu'il le soupçonnait de vouloir se faire catholique. Alors, la réalité, telle que tous les gens qui se sont penchés sur le dossier, moi y compris, mais je me suis quand même beaucoup inspiré du travail des autres, la réalité est la suivante. Il est tout à fait vraisemblable que Marc-Antoine n'a jamais voulu se faire catholique. Ça n'était pas dans ses convictions, ça n'était pas dans ses intentions, mais comme son père le faisait travailler sans le payer et qu'il savait que son petit frère avait obtenu une pension en se convertissant, un jour de colère, il a dit à son père, il a dû dire devant témoin, je vais me faire catholique, histoire de pousser son père à faire quelque chose pour lui. Le jour où Marc-Antoine est mort, et ça a été absolument démontré, avéré, et Voltaire le savait. Le jour où Marc-Antoine est mort, il avait volé à son père une somme d'argent considérable. Considérable. C'est-à-dire que au cœur de l'affaire Calas, vous n'avez pas une affaire religieuse, mais une affaire familiale. Un drame familial. Vous avez un fils que le père décide de ne pas payer. Pourquoi? Parce que la France est en guerre, c'est la guerre de 7 ans, les affaires vont mal. Le père dit au fils, non, je ne te paierai pas, probablement, pas maintenant, pas pour le moment. Le père refuse de donner à son fils de quoi s'installer à son propre compte. Une fois, des voisins voient le père prendre le fils au collet et le menacer de mort. Donc, les gens du quartier savent que c'est très très tendu entre le père et le fils. Et de toute évidence, selon toute vraisemblance, Marc-Antoine a fait croire à son père qu'il allait se convertir pour le faire payer.
Voilà. Donc, la mort de Marc-Antoine ne peut pas avoir été un suicide comme Voltaire l'aura raconté à tout le monde. Voltaire dit, on n'a même pas vérifié s'il avait pu se suicider. Il est avéré qu'il est impossible que Marc-Antoine Calas se soit suicidé. Ce que son père et tous les gens à l'intérieur de la maison ont prétendu, c'était qu'il avait tendu une bille de bois, c'est-à-dire un bâton entre deux portes, et qu'il se serait pendu. Il a été démontré qu'il n'y avait pas d'escabeau pour qu'il monte. On a mesuré la longueur du cadavre, la hauteur de la tête, la longueur de la corde, l'écartement des portes, la longueur du bâton qui était plus étroit que les portes. Il aurait fallu pour qu'il se pende sur les portes qu'on rapproche les portes, lequel cas la bille de bois n'était pas suffisamment mise, elle aurait glissé. Et de toute façon, on a retrouvé de la poussière sur le montant des portes ainsi que des petits bouts de ficelle qui servaient à emballer les colis, qui n'ont même pas été dérangés par les soubresauts de la mort d'un garçon de 29 ans. La thèse du suicide ne tient pas. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Si Marc-Antoine Calas ne s'est pas suicidé, c'est que quelqu'un l'a tué. Or, il est avéré que la maison était fermée de l'intérieur. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez conclu, mais il est évident que les gens qui ont enquêté, à savoir le capitoul David de Baudrigue et tous les experts qu'il a fait venir, il a fait venir un chirurgien, il a fait venir un expert de ceci, un expert de cela, tous ont conclu que étant donné qu'il était impossible que Marc-Antoine se soit suicidé, il fallait donc bien que quelqu'un l'ait tué. Au début, on a cru que le mobile du meurtre pouvait être religieux, mais je vais vous dire, et j'insiste, les juges n'ont pas jugé Jean Calas sur ses motivations, mais sur les faits. Et toute l'astuce de Voltaire va être de faire accroire à l'Europe entière, et là je vais vous raconter l'histoire, que c'est une affaire de fanatisme, que c'est une affaire religieuse, que les juges, qui bien sûr ils ne voulaient pas attaquer les juges de front, auront été trompés par le fanatisme de la populace qui criait à mort et qui disait qu'ils avaient vu ci, entendu cela. Tout ça, ce sont des mensonges de Voltaire. On a affaire à un fait divers dramatique, terrible, d'une famille qui, vraisemblablement, parce qu'ils étaient protestants, se sont resserrés sur eux-mêmes et sur leurs mensonges parce qu'ils ne pouvaient pas faire confiance. Et toute la famille était considérée comme coupable. Mais il est de fait qu'ils ont tous menti sous serment, puisqu'ils ont tous, 2 fois de suite, fait 2 serments contradictoires. Ils ont dit, là nous avons dit la vérité, non c'est maintenant que nous disons la vérité. Or il y avait mort d'homme, donc c'était une affaire grave, il n'était hors de question de dire, ah bah oui on ne sait pas, on les relâche, ça n'était pas ça. Donc l'affaire Calas, c'est quoi? C'est l'exécution en bonne et due forme, selon les règles, selon la procédure, avec une première procédure par les capitouls et une deuxième en appel au Parlement de Toulouse d'un homme accusé d'avoir tué son fils. Voltaire dira partout on n'avait pas de preuves, on n'avait peut-être pas de preuves, mais on avait un cadavre et la maison était fermée de l'intérieur et tout ce qu'ils ont expliqué pour dire qu'il se serait suicidé ne tenait pas debout. Alors incidemment, je voulais vous signaler que on fait circuler, et j'ai trouvé ça sur la fiche Wikipédia de l'affaire Calas, que comme il était tout à fait possible que ce soit comme ça, le fils Calas se serait suicidé en se pendant à un bouton de porte. Alors c'est extraordinaire, parce que si c'est le cas, pourquoi est-ce que ses parents ne l'ont pas dit? Voilà. Et il est de fait que les gens qui ont voulu défendre Jean Calas et la thèse de l'innocence ont dit non, c'est vrai, il ne pouvait pas se pendre entre 2 portes, mais il pouvait se pendre à un bouton de porte. Bah oui, mais alors s'il s'est pendu à un bouton de porte, il n'y a qu'à dire nous l'avons trouvé pendu à un bouton de porte. En fait, ce qui est vraisemblable, et c'est l'hypothèse, et ça pas au-delà d'une hypothèse, c'est l'hypothèse que moi je retiens, ce qui est tout à fait vraisemblable, c'est que le père Calas, après que son fils soit descendu, après le repas, l'a rejoint et lui a demandé l'argent qu'il lui avait prêté, qu'il lui avait confié. Et que là, le fils ne rendant pas l'argent, le père a voulu lui donner une correction et que la correction a mal tourné. J'imagine la colère blanche d'un père de famille de 6 enfants avec une mère, une servante, en période de guerre avec un commerce qui ne marche pas terriblement. Si vous avez le fils qui tape dans la caisse, la colère doit être mortelle. En tout cas, elle l'a été. C'est ce que j'imagine. Voltaire dira, le père était doux, gentil, le fils était dépressif. Le fils n'était pas dépressif, il était adorable et le père était très très colérique. Et il y avait des témoins qui l'ont vu attraper son fils au collet. Donc tout ce que raconte Voltaire va être absolument faux. Maintenant, je vais vous raconter ce que le travail de Voltaire à partir de cette affaire. Jean Calas a été exécuté le 10 mars 1762 à Toulouse. 10 jours plus tard, Voltaire est alerté par des gens qui font le voyage depuis Toulouse, un autre depuis Marseille, pour l'alerter. Ce sont des protestants qui viennent l'alerter. Et il écrit, ça fait donc... Il est
écrit 10 jours après le drame. Il a été alerté 7 jours plus tard. Hein, c'est le temps qu'a mis l'information pour venir. Il écrit à un de ses amis. « Vous me demanderez peut-être, mes divins anges, alors c'est comme ça qu'il appelle ses amis d'Argental, pourquoi je m'intéresse si fort à ce Calas qu'on a roué. C'est que je suis homme et que je vois tous les étrangers indignés. » Les étrangers indignés. C'est que tous vos officiers suisses protestants disent qu'ils ne combattront pas de grand cœur pour une nation qui fait rouer leurs frères sans aucune preuve. Sans aucune preuve. C'est-à-dire que Voltaire, 10 jours après le drame, dont il n'a eu pour l'instant qu'une version, décrète qu'on a fait rouer Calas sans aucune preuve et que ce qui importe, c'est de calmer l'indignation des étrangers. C'est qui les étrangers? En l'occurrence, Voltaire habite à un saut de puce de la Suisse, de Genève très exactement, et il est environné de Suisses qui sont venus le voir en lui disant « Dites-nous, les Suisses qui se battent en France pour vous, là, si vous continuez de rouer les nôtres comme ça, et donc c'est en tout cas les arguments qu'il donne. Je pense que ce n'est absolument pas vrai parce que Voltaire se fait une spécialité de mentir, mais toujours est-il que c'est l'argument qu'il va développer, c'est qu'il va défendre Calas parce qu'il a vu énormément, il a vu des étrangers indignés. Donc, il va prendre fait et cause pour Calas et réclame les motifs de la condamnation. C'est-à-dire qu'il dit, les juges ont jugé Calas, eh bien, il faut exiger que les juges nous donnent la justification de leur jugement. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les juges suivent la procédure et une fois qu'ils ont rendu leur jugement, ils n'ont pas à s'en justifier. C'est-à-dire que les cours sont souveraines, les juges sont souverains, ils sont maîtres de leurs décisions, ils rendent la justice au nom du roi, mais dans ce cadre-là, ils le font en leur âme et conscience, alors en suivant la procédure, mais en leur âme et conscience, et ils n'ont pas à se justifier. Or, Voltaire va dès cet instant exiger qu'on montre les motifs de l'arrêt de condamnation, car, dit-il, cette seule démarche consolerait tous les protestants de l'Europe et apaiserait leurs clameurs. Avons-nous besoin de nous rendre Dieu? C'est qui les protestants de l'Europe? Eh ben, c'est tous les ennemis de la France catholique, en l'occurrence. Et je vous rappelle, j'y reviendrai tout à l'heure, que la France, à ce moment-là, est en guerre. 2 jours plus tard, il écrit encore, donc nous en sommes... Calas est mort depuis 3 semaines. Regardez déjà, et je ne vous mets pas toute la correspondance de Voltaire à ce moment-là. Il y en a beaucoup plus. Ce ne sont que des extraits. Il écrit, il écrit, il écrit. On a compris déjà qu'il est du parti de Calas parce qu'il l'a décidé. Il écrit à d'Alembert à propos des Genevois. On vient de rouer un de leurs frères. Un de leurs frères. C'est-à-dire que pour des Genevois, un protestant toulousain est son frère. Je ne sais pas, un protestant toulousain reste un Français, enfin à mon sens. Lui, il considère qu'on vient de rouer un de leurs frères, accusé d'avoir pendu son fils en haine de notre sainte religion. Alors il dit sainte religion pour se gausser, on sait très bien qu'il ne pense pas que la religion catholique est sainte, mais c'est toujours pour se gausser qu'il emploie ce genre de terme. Donc ce que Voltaire est en train de faire accroire et de faire circuler comme information, c'est que Calas aurait tué son fils en haine de la religion catholique. C'était bien évidemment pas comme ça que ça s'est passé, même si le soupçon a circulé que Calas aurait pu tuer son fils pour le fait qu'il aurait dit vouloir se convertir au catholicisme, alors que, et Voltaire le saura très bien, il s'agissait de ce que je vous ai dit et que ça n'avait rien à voir avec la religion. Donc il dit, la ville de Toulouse, beaucoup plus sotte et plus fanatique que Genève, prit ce jeune pendu pour un martyr. Je ne sais pas si Marc-Antoine Calas était un martyr ou pas. Ce que je sais, c'est que c'était un jeune homme en pleine santé et qu'il est mort. Et à ce titre, on doit pouvoir considérer que c'est lui la victime dans cette affaire, et pas son père. Et il dit, on ne s'avisa pas d'examiner s'il s'était pendu lui-même, comme cela est très vraisemblable. Mensonge, bien évidemment. On s'est tout de suite avisé de vérifier qu'il n'avait pas pu se pendre, et de la pendaison, du suicide par pendaison a été amené. C'est bien évidemment, immédiatement, les vérifications ont été faites. Donc il ment, on n'avisa pas d'examiner s'il s'était pendu lui-même. Mensonge, mensonge, mensonge. Le 2 avril, Calas est mort depuis 3 semaines. Et Voltaire écrit, on prétend que le fanatisme est du côté de 8 juges qui étaient de la confrérie des pénitents blancs. 5 conseillers qui n'étaient pas pénitents ont absous entièrement l'accusé. Les autres ont voulu sacrifier un hérétique. Ce que Voltaire nous dit ici, c'est que les juges
de Calas faisait partie de confréries de pénitents qui défilaient dans les rues de Toulouse avec des grands capuces sur la tête. Vous aviez les pénitents gris, les pénitents blancs, les pénitents noirs et que sais-je. Et lui savait que sous ces capuces qui leur cachaient complètement la tête, ils étaient les juges de Calas. Comment le sait-il? C'est pas grave, peu importe. L'important c'est qu'ils le disent et qu'il va pouvoir le faire croire. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Les juges de Toulouse sont des fanatiques qui ont sacrifié un hérétique. Il est bien évident, et n'importe qui va mettre le nez dans le dossier Calas va voir qu'on a non pas sacrifié un hérétique, mais exécuté un homme coupable du meurtre de son propre fils, et pas autre chose. Le 4 avril, alors rendez-vous compte, Calas est mort le 10 mars, nous sommes le 4 avril, regardez, et c'est c'est quoi, c'est 500-600 km de distance, hein? Il dit, mes chers frères, il est avéré que les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes. Les nations étrangères qui nous haïssent et qui nous battent, nous sommes en guerre contre les nations étrangères qui nous battent en l'occurrence, puisque la guerre de 7 ans a été calamiteuse pour la France, sont saisies d'indignation. Jamais depuis le jour de la Saint-Barthélemy, rien n'a tant déshonoré la nature humaine, crier et qu'on crie. Tous les turiféraires de Voltaire adorent cette expression, crier et qu'on crie. Quand vous voulez dire du bien de Voltaire, vous citez crier et qu'on crie. Ça veut dire quoi? Crier que les nations étrangères qui nous haïssent et qui nous battent vont nous dire quoi faire, quoi penser et comment rendre la justice en notre propre pays. Le 15 avril, il en remet une couche. J'ai rendu compte des sentiments et des clameurs de tous les étrangers dont je suis environné. Depuis le début, avec obstination, il roule pour l'étranger, mais il s'en vante. Il s'en vante. Et il dit le même jour dans un autre courrier à quelqu'un d'autre, nous sommes le 15 avril, « Je ne connais que les factums faits en faveur des Calas, ce n'est pas assez pour oser prendre parti. » Ce qui veut dire que le 15 avril, il sait qu'il ne sait rien, mais il a déjà pris son parti. Il allait prendre le parti de l'étranger qui a besoin que Calas soit innocent parce que Calas était protestant. C'est vous dire si d'emblée cette affaire Calas est une escroquerie et que Voltaire ne peut pas avoir douté un instant, que tout ce qu'il racontait était des mensonges. Il n'y a aucune bonne foi chez Voltaire, sauf quand il dit « Je ne connais que des factums faits en leur faveur, ce n'est pas assez pour prendre parti. » Ça, c'est le cri de la sincérité. Et c'est un fait. Au moment, le 15 avril, Voltaire, je crois, à ce moment-là, avait reçu les fils de Calas. Donc je vous ai dit qu'il y avait 4 fils, un qui était mort, un qui s'était converti au catholicisme, et celui qui avait été arrêté en même temps que son père, c'est le père qui a payé pour tout le monde. Hein. Toute la famille aurait dû être été accusée, ils auraient dû tous être condamnés. On a, les juges ont séparé l'affaire du père qui a porté la responsabilité seul et des autres membres de la famille, puis une fois que le père a été exécuté, ils ont relâché les autres, quoi. Donc Voltaire va hurler en disant, soit ils étaient tous coupables, il aurait fallu tous les exécuter, soit ils ne l'étaient pas. Alors pratiquement, si la culpabilité de Calas avait été avérée, il aurait fallu rechercher tout le monde et puis les rouer à leur tour. Enfin, c'est d'une inhumanité et d'une bêtise achevée. Toujours est-il que Voltaire, au moment où il lance sa campagne, peu de temps après avoir lancé sa campagne, va recevoir la visite de celui qui a été arrêté et relâché, et du petit frère Donat qui était en apprentissage. Donc il ne verra pas Louis, celui qui est devenu catholique, et il ne verra jamais la veuve Calas, à qui il écrira. Alors il y avait 2 filles également, il y avait 2 filles Calas, et opportunément ce soir-là, alors qu'on était à fin octobre, elles étaient parties à la campagne. Alors je ne sais pas quelle pouvait être la raison pour une famille d'envoyer par une journée pluvieuse d'octobre 2 jeunes filles à la campagne, mais ça ressemble quand même... ça ressemble beaucoup à, on va organiser une correction mémorable pour notre fils voleur et on prend un témoin qui nous arrange, Gobert-Lavaïs, et on jette les jeunes filles, on éloigne les jeunes filles. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé et sincèrement je pense que ça ne choque pas que les sentiments normaux qu'on peut avoir vis-à-vis d'un père, quoi. Je pense vraiment que Jean Calas n'a pas voulu tuer son fils, mais je suis persuadé qu'il l'a fait quand même. Voilà. C'est ce que je crois, et vraisemblablement, c'est probablement ce que les juges ont pensé. À l'époque, s'il l'avait tué, il était passible de la peine de mort. Il n'y avait pas de circonstances atténuantes en l'occurrence. Voilà. Alors, le 17 mai, ça fait 2 mois, hein, Voltaire écrit à un avocat genevois qui s'appelle Catala. Calas avait menacé son fils, et ce fils avait été trouvé mort chez le père, ce qui rend le meurtre plausible.
Donc il sait que Calas, à partir du moment où il avait publiquement menacé son fils de mort, pouvait être considéré comme responsable de sa mort à partir du moment où il était mort. Donc Voltaire le sait. Il dit des chirurgiens déposent qu'il n'a pas pu se pendre. Donc il sait que des chirurgiens ont déposé sous serment, qu'ils ont fait toutes les vérifications, et que donc Marc-Antoine n'a pas pu se pendre. Il sait donc qu'il ne s'est pas suicidé. Et il dit l'arrêt peut n'être point injuste, voilà pourquoi il est très important de ne point accuser les juges. C'est-à-dire qu'il sait pratiquement maintenant que les juges ont bien jugé, que Calas était coupable, mais il veut absolument le faire réhabiliter. Donc, si on ne va pas accuser les juges, à votre avis, on va accuser qui? Ben, les catholiques. On va y aller, la campagne est lancée. Donc, le 8 mai, il prépare déjà le traité de la tolérance. Le 8 mai, c'est-à-dire 2 mois après la mort de Calas, il prépare le traité de la tolérance. Il vient d'avouer qu'il ne sait même pas les tenants et les aboutissants, il ne sait même pas, il n'a nu que des factums d'un côté, plus une ou deux infos qui disent qu'il ne s'est pas suicidé, etc. Et là, il lance déjà le projet de traité de la tolérance, et il écrit à un pasteur genevois, j'en enverrai un au roi de Prusse et à quelques princes d'Allemagne, parce que c'est la priorité, et je les supplierai de se joindre à ceux qui ont secouru la famille Calas, plongée dans l'indigence par l'arrêt absurde et barbare du Parlement de Toulouse. 2 mois après la mort de Calas, on écrit à toute l'Europe protestante, les princes d'Allemagne protestants, pour leur demander de soutenir une famille française protestante, plongée dans l'indigence, recueillie à Paris par la banque. N'inquiétez pas, on a l'adresse, on a les noms. Ils n'ont jamais été plongés dans l'indigence. Bah si, au moment où le père Calas a été exécuté, il est évident que l'affaire s'est arrêtée. Mais vous inquiétez pas, ils avaient des amis, ce qui est tout à fait d'ailleurs légitime, qui les ont secourus. Mais peu importe, il faut faire pleurer dans les familles. Ils sont plongés dans l'indigence, donc on en appelle au roi de Prusse et à quelques princes d'Allemagne, à qui on va envoyer tous les mensonges possibles et imaginables sur cette affaire. Le 15 juin, il dit « J'embrasse tendrement le généreux et vertueux monsieur Debru, son digne ami M. Végobre, aussi bien que M. Catala, Lasserre et tous ceux qui s'intéressent si noblement à cette famille infortunée. Je vous ai donné quelques noms, sachez qu'il s'agit d'un négociant, d'un avocat, d'un pasteur, d'un médecin et d'un banquier, tous protestants, tous genevois. Pas un Français dans l'histoire. Et ça, c'est le comité qui va lancer auprès de Voltaire toute la campagne en réhabilitation de Calas. Le 22 juin, il dit « Pourquoi, lorsque l'Europe demande le compte d'un arrêt si étrange, on ne s'empresse pas de le donner ?» Ah ça, c'est une bonne question. Puisque l'Europe, c'est-à-dire l'étranger, demande au roi de France d'exiger du Parlement qu'il se justifie, pourquoi est-ce que le roi de France ne tempère pas? On défend qui, là? Le 4 juillet 1762, on répand que plusieurs princes d'Allemagne, plusieurs personnes de France, d'Angleterre et de Hollande vont faire un fonds très considérable. Après l'Allemagne, l'Angleterre, après l'Angleterre, la Hollande, tous pays protestants, à qui Voltaire demande de payer pour l'aider à soutenir un procès éventuel en réhabilitation de Calas. Pour qui roule-t-il? Je rappelle que la France est en guerre contre les pays en question. Le 5 août, les Anglais commencent une magnifique souscription dont les Calas ont déjà ressenti les effets. Voilà, l'argent commence à arriver d'Angleterre. Figurez-vous qu'il écrit ça le 5 août et que Voltaire a envoyé des lettres absolument à toute l'Europe, des milliers de lettres. Il en a reçu énormément, il y en a forcément qui se sont perdus. Mais il y en a qui se sont perdus, c'est bien dommage, parce qu'on n'a aucune trace des courriers que de toute évidence il a échangé avec l'Angleterre. Puisqu'il affirme, les Anglais commencent une magnifique souscription, comme il habite à Genève, à côté de Genève, il est bien évident qu'il a reçu un courrier pour lui dire. Ce courrier, on ne l'a pas retrouvé. Alors je vous signale quand même que c'est Condorcet et Beaumarchais qui ont fait le tri dans ces lettres. Ne vous inquiétez pas, ils ont jeté ce qui pouvait déranger la réputation de leur idole. Donc, alors de qui tenait-il que l'Angleterre allait donner de l'argent à ses protégés, si ce n'est de l'Angleterre? Expliquez-moi. Le même jour, il dit « Je vais travailler à faire une souscription en Angleterre ». Alors il est merveilleux, le même jour, l'Angleterre commence à envoyer de l'argent, puis à quelqu'un d'autre, je vais demander à l'Angleterre d'en envoyer. Il ment tout le temps, et il sait déjà que c'est en cours pour l'Angleterre, et que l'Angleterre a commencé déjà à se mobiliser. Il écrit le même jour, août 1762, « J'ai toujours espéré que le jugement de Toulouse serait en exécration à l'Europe,
L'Europe, l'Europe, comme disait le général, je vois que je ne me suis pas trompé dans mes espérances. Alors là, on aimerait en savoir plus long, je ne sais pas. Mais que le jugement de Calas, le jugement de Toulouse soit en exécration à l'Europe, voilà qui le réjouit et qui va même au-delà de ses espérances. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il diffame la justice française en faisant croire que des juges, par fanatisme, ont exécuté un innocent, et il répand ces médisances à travers toute l'Europe qui est en guerre contre sa patrie, la France. C'est la guerre de 7 ans. La guerre fait encore rage au moment où Voltaire écrit. Donc, ce qui va mener au traité de Paris, qui sera signé en 1763, est en cours d'élaboration. Vous allez voir, je vais y venir. Que fait Voltaire? Il pactise avec l'ennemi pour obtenir que le roi de France désavoue un jugement souverain qui intéresserait l'ennemi. Oui ou non? C'est bien ce qu'il nous dit. Alors, tous les mémoires mensongers qu'il fait rédiger par ses amis les défenseurs seront traduits en allemand, en anglais et en hollandais, et ils vont arroser toute l'Europe. Alors, le contexte de cette affaire, c'est au moment où l'affaire éclate Calas, la France catholique est en train de perdre la guerre contre l'Angleterre protestante, la Prusse protestante et le Hanovre protestant. C'est pas seulement que la France est en guerre, c'est qu'elle est en train de perdre la guerre. C'est une guerre absolument qui a coûté très très cher à la France. Tout l'état-major de son comité de défense est constitué de protestants genevois, pas un Français. Et il dit, quand il dit « tous nos cantons hérétiques jettent de hauts cris », il avait écrit à d'Alembert dès le mois de mars, ces cantons hérétiques sont suisses et ne sont pas français. Nos cantons hérétiques, dit-il. Qu'est-ce que Voltaire a à faire de la Suisse? Il est français, il habite en France, mais vous allez voir qu'il a encore une maison en Suisse et que ça va être très pratique. Or, à l'époque, pardon, il y a une question? Pardon. À l'époque, un protestant français, et là, il faut essayer de se mettre dans la tête d'un petit boutiquier à Toulouse à l'époque, qui apprend que un fils d'une maison protestante, qui a raconté à tout le monde, de telle sorte que ça sache qu'il allait se faire catholique, que la population de Toulouse puisse avoir une prévention grave contre ce protestant. Ça ne veut pas dire que les gens réclament sa mort par haine de lui, mais c'est qu'ils ont des préventions contre lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le petit peuple catholique de Toulouse considère le protestant plus riche que lui, vraisemblablement plus riche que lui, organisé plus ou moins en coterie de gens qui se soutiennent, enfin toute minorité à la fois religieuse ou ethnique ou culturelle qui sait s'organiser au niveau des affaires va être regardée de travers par la majorité qui peine et qui est en droit de considérer qu'ils espèrent la victoire de l'ennemi. Et c'est un fait. Puisque la France catholique est en train de perdre la guerre contre les protestants, comment peut-on imaginer que tout catholique de base ne se dise pas « Eh bien, si on perd la guerre, ils vont être contents, eux ». C'est-à-dire qu'en fait, de les soupçonner d'être a priori traîtres à la patrie. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est la raison pour laquelle le peuple de Toulouse a considéré que Calas était coupable, puisque je vous ai dit les circonstances, et ça ne signifie pas non plus que les juges qui auraient entendu les gens dire ça les ont écoutés pour rendre leur jugement de condamnation. Donc, il faut savoir que au début 1762, c'est-à-dire que Calas était encore vivant, début 1762, je crois que c'était en janvier ou en février. Calas est mort le 10 mars. Donc vous voyez, c'était vraiment dans ce laps de temps où les esprits étaient échauffés à Toulouse. Le roi Louis XV avait nommé fermier général un certain Jean-Robert Tronchin, protestant. Alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ce Jean-Robert Tronchin, figurez-vous que c'est le banquier de Voltaire. Si, Jean-Robert Tronchin, c'est le banquier de Voltaire, et le roi de France vient de le nommer fermier général. Excusez du peu, fermier général, c'est considérable la puissance d'un fermier général. Un fermier général, c'est quelqu'un qui, par signature d'un bail avec le roi, va prélever pour lui les impôts. Il se paiera sur la bête et ensuite il paiera au roi le contrat qu'il s'est engagé par contrat à lever. Donc, le roi de France, la France catholique est tellement anti-protestante, tellement fanatiquement anti-protestante, que le roi nomme un banquier protestant fermier général. Alors, le paradoxe semble évident. Eh bien, imaginez-vous que dans la correspondance de Voltaire, on a énormément d'échanges de courriers entre
Jean-Robert Tronchin, banquier de Voltaire et Voltaire, mais rien sur cette nomination. Je soupçonne que son cher ami de Condorcet a retiré de la correspondance tout ce qui pouvait montrer les signes de victoire de la coterie pro-protestante avant même l'éclatement de l'affaire, hein, puisque Voltaire à ce moment-là n'était pas encore au courant. Mais Voltaire roulait non pas pour les protestants, mais pour la banque protestante. Nuance, nuance. Voltaire n'avait que mépris pour la foi protestante comme il avait du mépris pour la foi catholique. Ce qui intéressait Voltaire chez les protestants, c'était leur argent, c'était la banque protestante. Voilà. Et figurez-vous que le 25 août 1762, Voltaire fricote avec l'ennemi. Il écrit « Nous n'avons encore une fois aucun besoin de l'ambassadeur d'Angleterre, on doit s'être assemblé chez M. d'Argental. » Nous n'avons pas besoin de l'ambassadeur d'Angleterre. Ça veut dire qu'il a fait savoir à l'ambassadeur d'Angleterre qu'il n'avait pas besoin de lui pour obtenir la réhabilitation de Calas. Il fricote avec l'ennemi. L'ennemi, pas seulement l'ennemi héréditaire, l'ennemi en cours, l'ennemi qui est en train de nous battre et qui va nous prendre le Canada, la Louisiane et tutti quanti. Donc il complote avec le roi d'Angleterre, mais sans son ambassadeur. Alors avec qui? Grand Dieu, avec qui? Il a le bras long, non? Nous n'avons pas besoin de l'ambassadeur. Comment est-ce qu'il atteint le roi d'Angleterre si ce n'est pas par son ambassadeur? Je ne saurais pas, hein, je vous pose la question, je n'ai pas la réponse. Le 6 septembre 1762, Calas est mort depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Calas est mort depuis 6 mois. Le 6 septembre 1762, la trahison de Voltaire est explicite. Il écrit à Choiseul, qui était le principal ministre de Louis XV, et Choiseul n'avait pas le titre de Premier ministre, mais il en avait la fonction. Il écrit « Si je ne voulais faire entendre ma voix, cher Seigneur, je me tairais dans la crise des affaires où vous êtes. Mais j'entends la voix de beaucoup d'étrangers. Tous disent qu'on doit vous bénir si vous faites la paix à quelque prix que ce soit. » Ça s'appelle une capitulation, ça, non? Faire la paix à n'importe quel prix, c'est quoi? Permettez-moi donc, monseigneur, de vous en faire compliment. Je suis comme le public, j'aime beaucoup mieux la paix que le Canada, et je crois que la France peut être heureuse sans Québec. Vous nous donnez précisément ce dont nous avons besoin. Voltaire félicite Choiseul de lâcher le Canada. Je suis allé au Canada il y a juste un an. Ils s'en sont parmi. C'est pas la peine de leur parler de Voltaire. Et vous nous donnez précisément ce dont nous avons besoin. C'est qui nous? Nous? C'est qui nous? Le 8 septembre, 2 jours après, il écrit « Une descente des pères du royaume et une fluxion des yeux et sur les oreilles me retiendront aux délices. » Ça veut dire quoi? Les délices, c'est sa propriété à Genève, donc en Suisse. Or, habituellement, toutes les lettres qu'il écrit sont de Ferney, en France. Et là, le 8 septembre, il est à Genève. Et il dit qu'à la fois, il a une fluxion sur les yeux, donc il ne peut pas bouger. Il avait toujours quelque chose. Un coup, il était sourd, un coup, il était aveugle, un coup, il avait la colique, il était tout le temps malade. Mais il dit une descente de père du royaume. Et probablement, jusqu'à la fin du mois, monsieur le duc de Villars est ici. Nous attendons monsieur le duc de Richelieu. Mais attendez, ce sont deux personnages considérables, le duc de Villars et le duc de Richelieu. Ce sont deux militaires. Ce sont deux très importants nobles de l'entourage du roi. Et le duc de Richelieu s'est battu dans la guerre de 7 ans. Le duc de Villars aussi. Et ils viennent le voir à Genève. À Genève. Dieu me fasse la grâce de pouvoir, à la fin du mois, venir me réjouir avec vous de la paix que nous allons avoir avec les Anglais. Est-ce qu'il ne fait pas venir les principaux personnages de l'armée du roi de France pour leur raconter l'état de ces négociations avec l'ennemi? Oui ou non? Ça y ressemble, non? On ne peut pas en savoir plus, mais je veux dire, ça sent mauvais. La France, là, au mois de 8 septembre, est en train de préparer ce qui sera le traité de Paris. C'est dramatique, le traité de Paris. Il sera signé en 63, hein, mais là, en septembre, octobre, novembre, on le prépare. Et la France va y perdre énormément. Donc, il fait venir à Genève, ça veut dire probablement qu'il y aura d'autres personnes qui vont être là, on ne saura pas lesquelles, mais pas en terre française, de très importants personnages du royaume pour discuter de la paix avec l'Angleterre. Le 22 septembre,
il écrit à un avocat des Calas. Alors, les Calas, il a raconté dans son traité de la tolérance que Calas n'avait eu de défense que sa vertu, comme s'il n'avait pas eu d'avocat. Alors, vous inquiétez pas, il a eu des avocats, puisque c'est d'ailleurs les avocats qui lui ont dit, qui sont venus le voir dans sa prison en lui disant attendez, racontez pas ça, dites la vérité, dites qu'il s'est suicidé. Voilà, et il a écrit ça sur une lettre, la lettre a été interceptée, tout le monde a compris ce qu'il y avait à comprendre, dites la vérité, dites qu'il s'est suicidé, ça veut dire mentez, dites qu'il s'est suicidé. Donc il a eu des avocats, mais là il s'agit des avocats qui vont défendre la cause de la réhabilitation, parce que ça y est, la réhabilitation c'est en cours, c'est en cours. Alors, il n'y a pas encore de décision de prise, mais il y a un tir de barrage en direction du Conseil du Roi pour dire, allez maintenant on va refaire le procès de Calas. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Calas a été jugé en appel. Il y a eu une première instance, il y a eu une instance, il y a eu une procédure d'appel. Il a été considéré comme coupable en procédure d'appel. Faire une cassation, c'est absolument inouï. C'est inouï. Et qui fait pression pour la cassation, à votre avis? Tous les étrangers, là, dont il se réclame. C'est ça dont il se réclame depuis le début. Donc il écrit le 22 septembre. « J'attends votre mémoire, monsieur. » Parce que les avocats ne plaidaient pas. Ils écrivaient leurs plaidoiries et ils les faisaient. Voltaire a beaucoup participé à lire et relire les plaidoiries des avocats en faveur de la réhabilitation de Calas. « J'attends votre mémoire, monsieur, et je vous réponds de l'honneur que vous fera cette affaire. Il me paraît qu'elle est déjà jugée par l'Europe. Le Conseil sera apparemment de l'avis de tout le public. » C'est-à-dire que l'Europe a jugé, l'Europe, hein, on résume, l'Angleterre, le Hanovre, l'Allemagne, la Hollande, ils ont tous jugé, et on attend, le Conseil sera apparemment de l'avis de tout le public. Le Conseil, c'est le gouvernement. Le Conseil, c'est le Conseil du roi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil des ministres. En l'occurrence, c'est le gouvernement. Donc, l'Europe a déjà jugé, l'ennemi est d'accord que Calas est innocent, on n'attend plus que l'aval du roi de France. Et il sait déjà, 6 mois après la mort tragique de Calas, que le gouvernement reniera le jugement de Toulouse. Il le sait. Et en l'occurrence, il ne se trompait pas. Comment le savait-il? Comment le savait-il? Le 23 septembre, on apprend que le négociateur en anglais du futur traité de paix, le fameux traité de Paris qui a mis fin à la guerre de 7 ans, on apprend que le négociateur anglais est le beau-frère de son banquier Tronchin. Oui, oui, oui. Et Voltaire propose ni plus ni moins de faire défendre les intérêts de la France auprès de ce négociateur anglais par Tronchin. Ah bah si, il dit « Je peux vous répondre que M. Tronchin servira la France avec le plus grand empressement, sans manquer à rien ce qu'il doit à son beau-frère. » Vous rendez-vous compte? Il dit « Je n'imagine pas que M. le comte de Choisy, il n'a cessé de fricoter avec les ennemis de la France depuis le début de la guerre jusqu'à la fin. » Alors, petit détail accessoire dans ma démonstration, chaque fois qu'il y avait une guerre, Voltaire s'enrichissait. Toujours, toujours. Il avait toujours une fourniture aux armées qui lui permettait à chaque guerre de faire rentrer des 1000 et des 100. Il est mort immensément riche et il s'est enrichi de toutes les guerres. Je crois infiniment plus par les guerres que par le commerce triangulaire et l'esclavagisme. Alors, la réhabilitation de Calas, effectivement, a été prononcée en mars 1765, c'est-à-dire très exactement 3 ans jour pour jour après la mort de Calas. Ça a été un triomphe pour Voltaire, un triomphe pour les Lumières. Mais le résultat du réexamen du dossier était absolument décidé d'avance. Et si tous les gens qui avaient le nez sur la procédure pouvaient le dire, l'avocat des Calas et le rapporteur au Conseil d'État travaillaient la main dans la main à l'élaboration du dossier, et un jour ils étaient tellement contents qu'ils se sont tombés dans les bras l'un l'autre. Est-ce que vous imaginez la partie civile et la défense travailler ensemble à l'élaboration du dossier pour le présenter avec la foule à l'extérieur qui criait « Calas, Calas, Calas !» parce qu'on les avait bien échauffés en expliquant que Calas était innocent, que les Français étaient des salauds. Donc comme les Français ne voulaient pas être des salauds, il fallait absolument qu'ils se mettent du côté des Calas et des protestants. Le jour même, écoutez bien, le jour même où le résultat du réexamen du dossier a été prononcé à Paris, le jour même, Calas claironnait auprès de la duchesse de Saxe-Gotha. Les Calas, dont votre Altesse Sérénissime a vu les mémoires, obtiennent enfin justice et le Conseil du roi ordonne qu'on renvoie leur procès. Il habitait à 500 km de là et le jour même, il annonçait la victoire. Comment le savait-il? Comment le savait-il? C'est inouï. La réhabilitation
de Calas a été la réhabilitation des protestants que, à partir de là, plus personne n'osera attaquer sur aucun point, ni théologique ni le reste. Alors, la réhabilitation de Calas, ça a été quoi? Il faut savoir quand même, parce que ça c'est... Personne, enfin je veux dire, les turiféraires de Voltaire ne s'en vantent jamais. Pourquoi a-t-on cassé, on a réhabilité Calas parce qu'on a cassé le jugement, d'accord? À partir du moment où le jugement qui l'a condamné a été cassé, on va considérer qu'il a été nul et non avenu, donc il était innocent. Ce qui ne veut pas dire que s'il avait été vivant, il n'aurait pas fallu recommencer le procès. Mais comme il était mort, on n'allait pas recommencer. Eh bien, la réhabilitation de Calas a été une cassation par vice de procédure. Point. Uniquement. Vice de procédure, c'est-à-dire un truc qui a été fait à ce moment-là, que ça doit être fait la veille ou le lendemain, je ne sais pas, c'est un détail de procédure. C'est un détail de procédure. Et uniquement. Il n'a jamais été dit que Calas n'avait pas tué son fils. Jamais. Jamais. Et incidemment, je vous annonce que, à l'heure actuelle encore, dans Toulouse, Calas était coupable. Calas était coupable. Voltaire dit que Calas était innocent, mais à Toulouse, Calas était coupable. Et il a été ordonné par le Conseil du roi, donc, qui a cassé le jugement de Toulouse. Le jugement de cassation, il a été ordonné que le Parlement de Toulouse inscrirait dans ses registres le jugement de cassation. Ils n'ont jamais voulu. C'est-à-dire qu'officiellement à Toulouse, le jugement du 9 mars 1762 est toujours valide. Donc vous avez Calas innocent à Paris et coupable à Toulouse. Donc, le résultat de cette réhabilitation, c'est que, avec tous les mensonges que Voltaire racontait partout, et il disait pendant la procédure pendant l'examen de la cassation, il écrivait partout en disant, il faut corner aux oreilles des juges par leurs maîtresses, par leurs domestiques, par leurs parents, Calas, Calas, pour qu'ils puissent plus dormir. C'est ça la justice. C'est ça la justice, il voulait tellement les exaspérer que de le Guerlas, il dirait bon bah d'accord, on va le réhabiliter. C'est comme ça qu'il a obtenu le jugement de réhabilitation. Et Voltaire a reçu quantité de lettres, et je les ai lues, enfin j'ai lu ce que les œuvres complètes veulent bien nous en retrouver, il y en a certainement d'autres, où on lui disait mais monsieur de Voltaire, vous faites erreur, Calas est tout à fait coupable, et non seulement il était coupable, mais même les protestants le reconnaissent. Alors il avait des amis qui ont bien voulu prendre sa défense pendant qu'il était encore vivant, mais c'est pas parce que ses amis étaient ses amis qu'il n'en avait pas moins tort, Calas a tué son fils, point, et puis personne d'autre. Personne d'autre. Le résultat de cette défaite de la France vis-à-vis de l'Angleterre, avec les conditions qu'on a vues, c'est la suprématie durable de l'Angleterre sur mer. Ça va durer combien de temps, la suprématie de l'Angleterre? La France a été mise à genoux à ce moment-là, la France a perdu en puissance et en autonomie de manière dont elle n'a jamais complètement pu se remettre. Bon, la France, elle s'est remise de la guerre de 7 ans parce qu'elle a eu des ministères successifs particulièrement brillants et vigoureux, et je ne dis pas que la France a été à genoux pour longtemps, mais il s'est passé quelque chose de durable au niveau de l'Angleterre et au niveau de... Je veux dire, la France avait donné des complexes à l'Angleterre jusqu'à la guerre de 7 ans, puis à partir de ce moment-là, il y a un renversement des rapports de force qui va se faire, et vraiment, on peut dire que Voltaire y a largement contribué. Voilà. Et figurez-vous que parmi les conséquences terribles, durables de cette affaire Calas, et de la culpabilisation que Voltaire a pu opérer dans l'esprit public français catholique à l'égard des protestants, il y a ce qui s'est passé le 22 octobre 1776, quand le jeune Louis XVI a nommé un certain Jacques Necker directeur du Trésor royal. 8 mois plus tard, ce Jacques Necker devenait directeur général des finances. Il était suisse, il était banquier et il était protestant. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait pour aider le roi de France à régler ses problèmes? Eh bien, il lui a prêté de l'argent. Il l'a endetté. La dette de l'État est passée de 51 millions de livres en 1743. Elle était passée à 93 millions de livres en 1974. En 89, elle atteint la somme vertigineuse de 300 millions de dettes. Que fait le roi? Il convoque les États généraux. Elle n'est pas belle la vie? Le roi a été dans l'incapacité de faire front. C'est pour ça qu'il a convoqué les États généraux. Voltaire n'était plus là pour savourer son triomphe, il était mort en 1778.
Maintenant, savoir pourquoi Voltaire a systématiquement pris le parti de l'étranger. Alors là, frère Augustin nous disait tout à l'heure qu'on peut lire dans ses lettres anglaises toute son admiration pour les Anglais. Je suis obligé, pour une conférence de 2 heures, d'aller en direction la plus pointue possible. On ne peut pas tout dire. Mais je veux vous dire qu'une des choses évidentes qui fait que Voltaire prenait le parti de l'étranger, c'est qu'il vouait aux Français et à la France une haine. Une haine. Il disait, alors il appelait les Français les Welsh. Pourquoi? Parce que Welsh, ça veut dire gallois, gallois égale gaulois. Donc quand il voulait, par langage codé, dire du mal des Français, il disait pas les Français, il disait les Welsh. Et il disait, le fond des Welsh sera toujours sot et grossier. Le petit nombre de prédestinés, écoutez ça, c'est comme c'est joli, le petit nombre de prédestinés qui ont du goût. Il n'était pas religieux, c'était pas un janséniste qui disait qu'il y avait les élus et les autres, janséniste ou protestant d'ailleurs. Le catholicisme dit que tous les hommes sont égaux devant Dieu, et puis les autres, il se trouve qu'il y en a qui sont plus égaux que les autres. Il y a ce qu'on appelle les prédestinés. Donc lui, on n'est pas prédestiné par rapport au bon Dieu, on est prédestiné par rapport au bon goût, à la société et tout. Il dit le petit nombre des prédestinés qui ont du goût n'influe point sur la multitude. C'est-à-dire que les quelques élus de l'entourage de Voltaire, il ne faut pas qu'ils espèrent arranger quoi que ce soit à la populace sotte et grossière. Et il dit la décadence est arrivée à son dernière période. Vivez donc, mes anges, pour vous opposer à ce torrent de bêtises que tant d'espèces qui inondent la nation, Le torrent de bêtises, c'est l'expression des Français. Je ne connais depuis 20 ans aucun livre supportable, excepté ceux que l'on brûle ou dont on persécute les auteurs. Allez mes Welsh, Dieu vous bénisse, vous êtes la chiasse du genre humain. Vous ne méritez pas d'avoir eu parmi vous de grands hommes qui ont porté votre langue jusqu'à Moscou. Signé Voltaire. Voilà. Ai-je répondu à votre attente par rapport à... Ouais. De la naissance qu'a bien étudié Bernard Faye. Oui. Et quant au reste, les grandes idées généreuses qu'il émet dans ses ouvrages publics, il faut les confronter à sa correspondance privée. Tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Par exemple, sur l'instruction publique, pour l'instruction des masses, il proteste dans ses lettres contre les frères des écoles chrétiennes, qu'il appelle les frères Quatre Brins, en disant mais que si les paysans apprennent à lire et à écrire, qui taillera ses vignes? Exactement. Oui. Taillera ses vignes. Il a félicité la Chalotais, il a dit « Je vous remercie de proscrire l'étude de l'écriture aux laboureurs. Moi qui cultive la terre, je présente requête pour avoir des bras et non des clercs tonsurés ou quelque chose comme ça. » Voilà. Donc il voulait qu'on ferme les écoles au peuple. Et il voulait que le peuple travaille le dimanche. Ce qui est en train de se réaliser. Ah ben ça c'est le triomphe de Voltaire. Mais vous savez, si Voltaire c'est bien Charlie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, ouais. Parce que son traité de la tolérance, qu'il faut lire éventuellement. Mais c'est insupportable de lire le traité de la tolérance. Je crois que tous les... Excusez-moi. Mais il faut le mettre en perspective. Voilà, il faut le mettre en perspective. De sa correspondance. Et non mais même au ras de... Au mot près, lisez le traité de la tolérance, vous allez voir, c'est insupportable. C'est insupportable. Par exemple, à la fin du traité de la tolérance, il invente un dialogue entre un mourant et un dévot qui se porte bien. C'est ridicule. C'est ridicule. Il présente un mourant qu'un dévot vient harceler en lui disant « Signe ici, sinon ta femme sera... » Il imagine un honnête homme qui va être harcelé par un croyant. Bon, il ne peut pas imaginer non plus un croyant harcelé par un athée. Non, et il trouve ça drôle. Je veux dire, on peut voir en lisant Voltaire, si tant est qu'on prenne le temps de le mettre en perspective d'une part et d'autre part de bien le lire au pied de la lettre, que ce ne sont que des manipulations. C'est-à-dire que Voltaire est un type qui part avec des a priori et qui va tout faire pour les démontrer. Vous avez vu son traité de la tolérance, il commence à le proposer au roi de Prusse, qu'il n'est non seulement pas encore écrit, mais ça fait même pas 3 mois qu'il est au courant de l'affaire Calas. Donc tout ça, c'est de l'escroquerie. Voltaire, j'ai appelé mon livre une imposture au service des puissants. Tout
tout est imposture dans Voltaire, et le plus intéressant, à mon avis, à dénoncer à l'heure actuelle, ça n'est pas l'imposture Voltaire, mais l'imposture de ceux qui le font passer pour ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire qu'en son temps, Voltaire, il y a énormément de gens qui savaient qu'il ne valait pas tripette. Énormément de gens le savaient. Mais aujourd'hui, infiniment moins de gens le savent parce qu'on le présente toujours de façon biaisée. Et l'imposture, c'est la façon dont on le présente. Je veux dire, à la limite, lui, bon, il était comme ça, et puis il suffisait simplement de ne pas croiser sa route, quoi. Et on pouvait vivre dans l'an... Oui, il avait infiniment moins d'influence à l'époque qu'il n'en a eu aujourd'hui, sauf effectivement pour le oui, traité parce du... Il avait des contradicteurs de talent. Il avait des contradicteurs de grands talents, notamment... Dans tous les domaines. Oui, absolument. Il a eu notamment un prêtre, l'abbé Guéné, dans son... Le journal de Trévoux. Alors, le journal de Trévoux, c'est le père... Nonote. Et un autre, oui, le père Nonote et un autre, enfin deux jésuites qui lui ont porté la contradiction de façon très intelligente. Et Fréron aussi. Et Fréron, c'était un critique littéraire, mais Fréron, il en est mort. Il en est mort. Mais il avait surtout, il avait un antisémitisme, mais déchaîné, mais abject, d'un racialisme absolument insupportable. Et c'est un abbé qui lui a porté la contradiction. Et là, il a vacillé, il a dit, jamais personne ne m'avait confondu comme ça. Là, vous m'avez posé une question? J'ai posé une question technique. Oui. Vous avez vu le français et oui. les détails. Oui. Quand un homme se pend, oui. ou quand on le pend, oui. il y a une preuve physiologique comme quoi il s'est pendu, oui. Ou si on l'a tué, qu'on l'a transformé comme ça. Est-ce que, je sais qu'à l'époque, j'ai étudié un peu les constatations de par mon métier, à l'époque c'était vraiment très fouillé. Et je sais que sur cette affaire, ça a été des seigneurs, enfin des seigneurs au sens des vrais professionnels, qui ont vraiment fait du bon travail. Et rien, absolument rien, ne vient justement souligner que le gars ait simplement pu se pendre. C'est juste alors, je voulais savoir, moi j'ai pas vu, on m'a raconté en cours, oui. Ce qui s'est passé, mais ce qui m'intéresse, c'est si vous avez vu alors, je n'ai pas pu regarder d'aussi près, mais ouvrez, entrez au site des archives de Toulouse, inscrivez-vous et vous allez avoir le rapport d'autopsie. À cause de vous, j'ai déjà un emploi du temps pris, mais eh bien, ça y est, vous êtes cuit, maintenant vous allez attraper le virus, allez vérifier. Parce que ça, c'est imparable. Allez voir. Mais c'est ce qu'on dit tout le monde. Mais d'emblée, on a dit, mais bien sûr qu'il a été étranglé. Et alors, il faut que je vous explique aussi quelque chose sur le plan technique. Voltaire va raconter à tout le monde, comment vouliez-vous qu'un vieillard de 68 ans, il en avait 62, mais il fallait en rajouter 6 parce que c'était plus crédible, comment vouliez-vous qu'un vieillard de 68 ans pende un jeune homme vigoureux? Mais il ne l'a pas pendu, il l'a étranglé. Évidemment qu'il n'a pas pu le pendre, mais il n'a jamais été question de le pendre au départ. On a dit qu'on l'a trouvé étranglé. Et la façon de procéder de Jean Calas, vraisemblablement, a été immédiatement percée à jour par le Capitoul, parce que quand il est arrivé, il lui a demandé, l'avez-vous fait mettre à genoux? L'avez-vous fait mettre à genoux? Il est évident que si le fils a volé de l'or à son père, des pièces d'or en quantité, et que le père lui dit à genoux, mon fils, le fils, il ne va pas dire non. Il va se mettre à genoux, il a volé, il doit se sentir horriblement mal. Il y a des témoignages que pendant le repas, il était complètement recroquevillé sur lui-même. À genoux, mon fils, le fils se met à genoux. Et alors, la différence de tracé d'une corde de quelqu'un qui se pend ou de quelqu'un qui est par terre et qu'on étrangle, c'est le même tracé. Probablement pas exactement le même, mais ce qu'on dit les gens, c'est que, ce qu'on dit les médecins légistes, c'est qu'on a bien vu la trace d'une double corde qui remontait vers les oreilles. S'il était à genoux, le père a tiré en l'air, et puis voilà. Je veux dire, ça s'explique tout à fait comme ça. Pour les détails qui vous manquent, alors allez chercher, puis tenez-moi au courant, parce que ça m'intéresse. Il y avait une médecine légale à l'époque, c'est clair. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais... Très belle, on s'imagine toujours que nous avons tout inventé, et puis quand on plonge dans les livres et qu'on découvre, eh bien... C'est ça l'intérêt de l'histoire. C'est ça l'intérêt de faire de l'histoire, c'est pour découvrir. Oui, madame? Pourquoi cette peine de Voltaire pour la France et pour les chrétiens, etc. Je crois qu'il se croyait sorti de la cuisse de Jupiter et qu'il fallait absolument qu'il soit supérieur aux autres. Voltaire était ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on n'appelait pas à l'époque, mais qu'on appelle aujourd'hui un libéral. C'est-à-dire que ce que voulait Voltaire, c'était le droit de s'enrichir sans entrave. Et il a soutenu une coterie qui s'appelait les physiocrates. Les physiocrates sont des gens qui ont expliqué au roi de France que si on laisse les prix courir
tout seul et se fixer par la loi de l'offre et de la demande, tout le monde va s'enrichir. Tout le monde va s'enrichir. Il est bien évident que l'Église qui veillait au grain et le roi qui veillait au grain vérifiaient que les prix n'étaient pas trop élevés. La police, le matin, elle arrivait sur les marchés, elle vérifiait qu'il n'y avait personne qui allait s'engraisser sur le pain des pauvres. Donc, la législation concernant le commerce et les échanges était extrêmement rigoureuse. Un gars comme Voltaire, ça le dérangeait. Qui empêchait les marchands de s'enrichir? C'était la morale catholique. Donc, il fallait absolument s'en débarrasser. Et c'est selon la même idéologie qu'ils se sont débarrassés des corporations. Exactement. Les corporations étaient le mode d'organisation du monde ouvrier qui était extrêmement contraignant, mais extrêmement protecteur. Extrêmement protecteur. Et en supprimant les corporations, on a ouvert la voie à un patron qui connaît ou qui ne connaît pas le métier, qui fait suer le burnou et puis qui s'enrichit en payant le moins possible, etc. C'est le capitalisme du 19e siècle. Qu'est-ce qui a envoyé les enfants à la mine et les femmes abandonner leurs enfants pour aller allaiter ceux des autres, sinon elles ne pouvaient pas... Qui est-ce qui a inventé ça? C'est la Révolution française, c'est le renversement des corporations. Turgot, le grand Turgot, qui était vraiment un physiocrate, lui, il était, et Voltaire avait une admiration, un amour sans borne pour Turgot. Turgot, en 1775, le 1er mai, a écrit « Si l'ouvrier... » Parce que quelqu'un est venu le voir en disant « Monseigneur, vous lâchez les prix, vous supprimez les corporations, c'est-à-dire vous supprimez la protection de l'ouvrier, et en même temps, vous supprimez la protection contre la hausse des prix que vont devenir les pauvres. » Il a expliqué que selon son système, une fois qu'il aurait tout aboli, toutes les règles et que tout allait pouvoir aller comme ça, il dit ce n'est pas pour lui que l'ouvrier n'aura jamais assez à manger, il pourra toujours s'en sortir, c'est sa femme et ses enfants, il n'y a qu'à les mettre au travail. C'est QFD. Et les enfants qui descendent à la mine, c'est le résultat de ça. Ça s'appelle les Lumières. Et Voltaire était le chantre des Lumières. Alors, il faisait cavalier seul par rapport aux autres, parce qu'il était d'un caractère épouvantable et qu'il s'engueulait avec tout le monde. Mais de loin, il arrivait à s'entendre de loin, sauf avec les gens avec qui il s'est battu à mort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un journaliste comme Diderot, par exemple, Diderot il était béat d'admiration dans Voltaire, mais de loin, de loin. Mais tenez, lisez l'article jésuite dans l'encyclopédie. Vous allez voir ce que c'est. Lisez l'article jésuite dans l'encyclopédie. C'est une honte d'écrire des trucs comme ça. Une honte. Et parmi tous les griefs que Diderot, c'est lui qui a écrit, je crois, que c'est l'article jésuite dans l'encyclopédie. Parmi tous les griefs que Diderot a contre les jésuites, c'est qu'ils ont irrité notre de Voltaire en disant ceci ou cela. C'est-à-dire que dans l'encyclopédie, qui est censée être un dictionnaire, on reproche aux jésuites d'avoir irrité notre Voltaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il ne pouvait pas le voir, mais il s'en servait, et bien. Il était vraiment il était la tête du mouvement de libéralisation de l'économie, qui a voulu faire sauter toutes les protections sur les paysans, les protections sur les... C'est le capitalisme sauvage, c'est eux. C'est eux. C'est quoi son intérêt? Voilà. Et bien sûr lié aux Anglais. Et bien sûr lié aux Anglais. Et là, on a vu comment. Hein. C'est effrayant, hein, tout ce qu'il raconte sur les Anglais. C'est dommage qu'on n'ait pas toutes les correspondances qui a disparu, mais à mon avis, il doit y avoir des correspondances directes avec le roi d'Angleterre, là. C'est fou. S'il vous plaît, vous avez cité un nom, mais je ne l'ai pas entendu. Vous avez dit Voltaire ne voulait pas les écoles pour le peuple, et vous avez là qu'il s'en était pris à... Lachalotais. Alors, c'était un magistrat breton qui ne s'en était pas pris à lui. Alors c'était un magistrat breton qui était à la fois janséniste. Alors Voltaire, pour le bon ton, était anti-janséniste, sauf quand il fallait se mettre de leur bord pour taper sur les jésuites. Et Lachalotais avait fait, alors c'était un opposant, tous les grands magistrats jansénistes de France s'opposaient systématiquement à l'absolutisme royal. C'est-à-dire qu'ils disaient que si on voulait bien en passer par les magistrats, tout ça, ça pondérerait les abus du pouvoir, etc. Moi, les abus du pouvoir, je ne les ai pas vus. Les abus des juges, je les ai vus beaucoup. Donc, je crois que Lachalotais faisait partie de ces magistrats jansénistes qui voulaient toujours mettre leur grain de sel dans les affaires du roi et dans les affaires de l'Église, parce que les juges étaient des laïcs qui voulaient sans arrêt s'occuper d'affaires ecclésiastiques. Et notamment, Lachalotais avait commis un projet de réforme de l'éducation. On disait, on va réformer toutes ces écoles, on apprend à lire et à écrire, on apprend le latin, des laboureurs, à quoi ça sert, tout ça. Allons, madame, on va supprimer toutes ces écoles, on va faire en sorte que Il avait écrit, je crois, que
Le laboureur n'a pas besoin d'en savoir plus que ce qui lui permet de survivre jusqu'au lendemain. Il voulait faire des laboureurs, des crétins. Et les laboureurs, attendez, il y avait des écoles dans tous les villages de France. Il y avait une école. Tous les curés donnaient la classe, faisaient la classe aux enfants. S'ils ne la faisaient pas directement, ils avaient un recteur d'école. École paroissiale. Il y avait des écoles paroissiales partout. Alors ça ne veut pas dire, l'école était obligatoire sous l'Ancien Régime, il n'était pas obligatoire de mettre ses enfants à l'école, il était obligatoire de leur mettre une école à disposition. Et en l'occurrence, c'était la cure. C'était la cure. Alors, c'était pas toujours les curés qui faisaient l'école. J'ai regardé, j'ai étudié des budgets de petites communes, de communes rurales avant la Révolution. Dans le budget de la commune, il y avait recteur d'école. La commune payait 100 mètres d'école. Eh ben, fallait supprimer tout ça. Vous savez ce qu'ils font les paysans quand ils savent lire et écrire? Ils nous font des procès, laissez tomber, laissez tomber. Et je vous assure, les gens, moi je me suis peigné avec des laïcards, mais des gens bêtes et ignorants, on ne peut pas savoir. Ils disent, comment pouvez-vous être contre Voltaire qui s'est battu pour l'éducation du peuple? Il y a aussi l'aboutissement de tout ça avec le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est très intéressant. Ouais. Aussi. Ça, c'est mon prochain bouquin, ça. Ouais, Non, je peux vous en dire un mot. Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui est mort quelques heures avant le roi, avant Louis XVI, il avait voté la mort du roi, c'était un aristocrate, un des plus riches magistrats de France et de Navarre. Oui, l'aïeul de Dormesson, tout à fait. L'aïeul direct de Jean d'Ormesson, qui a lu mon livre et qui m'a dit qu'il était très intéressé par mon hypothèse. Voilà, donc je vous en laisse. Il est de cette tradition. Oui, tout à fait. Donc, le Michel de Pelletier de Saint-Fargeau, il a voté la mort du roi et il s'est fait assassiner dans un tripot au Palais Royal, où en principe un type de sa classe et de sa condition n'avait pas à traîner, sauf à y trouver des accointances pas très catholiques. Et on a trouvé sur son corps un cahier replié comme ça, un gros machin, comme ça, hop, et il l'avait sur la poitrine, seulement il a été tué dans le ventre. Alors si le gars qui l'a tué l'avait percé au-dessus, son plan d'éducation l'aurait sauvé. C'était un plan d'éducation qui s'apprêtait l'après-midi à les porter à l'imprimerie. Voilà. Et le plan d'éducation a été repris par Robespierre quand le frère de Michel de Pelletier est allé au secours de son frère. Il a pris le plan d'éducation, il l'a lu, il a dit oh, « Mon Dieu, c'est tellement beau ». Il est allé en parler à la Convention, mon frère, etc., a fait un truc. Et Robespierre, un jour, croise Félix le Pelletier, il lui dit « Est-ce que je pourrais avoir le plan d'éducation de votre frère ?» Alors Félix dit bah, « Non, écoutez, j'ai promis de le présenter à la Convention. » Et Robespierre dit « Allez, je vous en supplie, donnez-moi, je vous le rends, je vous le promets, je le lis, je vous le rends demain, promis, juré, sur ce que vous voulez. » Et Félix, bon, d'abord parce que Robespierre, probablement, l'impressionnait beaucoup, ce ne devait pas être le genre de type qu'on voulait avoir parmi ses ennemis. Donc Félix lui a donné le plan d'éducation de Robespierre. Et le lendemain, il entend un petit gosse qui crie dans les rues « Cet après-midi à la Convention, le citoyen Robespierre présentera le plan d'éducation de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau. » Alors Félix, hors de lui, fonce chez Robespierre en disant « Citoyen Robespierre, vous m'aviez promis. » Robespierre lui dit « Non, écoutez, je sais, mais c'était tellement beau, j'ai pas résisté. Si vous saviez l'horreur qu'était ce plan d'éducation. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi atroce et maintenant. Oh, c'est invraisemblable. Dans le genre, c'est abominable. C'est abominable. Et ces gens-là se sont permis de fermer les écoles de curés. Oh, vous pouvez pas savoir. Alors, je vous en réserve. Je vous ai raconté le truc. Maintenant, j'ai un bouquin qui va sortir là bientôt, très bientôt. Et je reviendrai vous raconter ça. Le plan d'éducation de Michel de Pelletier de Saint-Fargeau, qui était vraiment de la coterie des magistrats jansénisants. Je ne sais pas si lui-même était janséniste, de toute façon. Il était franc-maçon, ça c'est sûr, c'est avéré, c'est certain. Donc Michel de Pelletier de Saint-Fargeau, c'était vraiment l'héritier de ces grandes familles de magistrats qui se sont toujours opposés à l'absolutisme royal. C'est-à-dire que le fait que le roi, en quoi est-ce qu'il est absolu? Il est absolu dans ce sens qu'une fois qu'il a dit oui ou non, au-dessus, c'est le bon Dieu. Donc on ne discute plus. Et ces gens-là, les magistrats, disaient non, nous allons vous montrer, Majesté, que vous avez tort et que c'est nous qui avons raison. Or, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Si quelqu'un doit pouvoir éventuellement contrer le roi, il n'y a pas de raison que ce soit des magistrats qui tiennent leur charge du fait que les ont hérités de leur papa, quoi. C'est absolument injustifié. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a mieux que la royauté ou qu'il y a moins bien, je ne discute pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que les prétentions des magistrats étaient indues.
elles étaient indues, elles étaient inadmissibles et inadmises. Et Michel Lepelletier faisait partie de cette coterie, donc il fait vraiment partie de ces gens qui se sont battus également pour supprimer les écoles de pairs, les écoles des pairs, les écoles pour tous, ces écoles qui ont mené des générations et des générations d'enfants à pouvoir grimper dans la société, et à savoir se défendre, et à savoir lire et écrire, et à savoir lire les contrats qu'on leur proposait. C'est l'ancêtre de Payon, quoi. Ah bah direct. Ah direct. La pédophilie en moins. Ça, alors là, on n'est pas allé voir. Ça, on n'est pas allé voir. En matière de pédophilie, j'en ai découvert des bonnes là-dessus. Je suis allé chercher les réseaux d'enfants trouvés sous l'Ancien Régime, à l'époque de Louis XV, c'est pas mal. C'est gratiné. C'est les juges. C'est les juges qui tenaient les réseaux. Les juges opposants à l'absolutisme royal. Pardon? Non, les institutions qui s'occupaient d'enfants en souffrance, c'est-à-dire d'enfants non défendus par leurs parents, c'était tenues par les juges jansénistes. Et de main de fer. De main de fer. Il était impossible de savoir, même pour le roi de France, ce qui se passait dans les institutions qui s'occupaient d'enfants et de pauvres. Il avait une bien mauvaise police, alors. Pardon? Il avait une bien mauvaise police, alors. À l'intérieur de l'hôpital général, personne ne pouvait entrer. C'est comme ça. L'hôpital général avait sa propre police. Elle avait ses propres archers. C'est une histoire terrible, les enfants perdus de l'hôpital général. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous savez, oh non, ça va, il n'est pas trop tard. Et Qu'en dites-vous? il s'est fâché avec le roi de Prusse. Il s'est fâché avec tout le monde. Il s'est fâché avec C'est pas lui qui s'est fâché avec le roi de Prusse, c'est le roi de Prusse qui l'a fichu dehors en le traitant de tous les noms. Oui, oui, oui. Catherine II également. Non, Catherine, je pense pas qu'il soit fâché avec elle, mais il l'a jamais vue. Il n'a pas voulu prendre. Donc il n'a pas fait le voyage. Et Nicolas Ier faisait cacher partout. Il avait interdit qu'on montre son buste. Ah bon? Et il le faisait. Alors, il avait fait mettre dans de la cape, il l'avait mis partout. Et à chaque fois, Nicolas Ier tombait sur ce buste, il se foutait en colère. Et il a fallu que ce soit les Soviétiques pour qu'on le remette au musée de l'Ermitage. Vous savez, quand Voltaire... Enfin, il y avait des gens qui savaient, donc... mais le buste de Voltaire a été fait au moment où il est revenu à Paris, avant de mourir. Et il y a eu plusieurs choses intéressantes qui sont arrivées quand il est rentré à Paris. Il avait été interdit de séjour à Paris par le roi autour de 1750. Et il est revenu en 1778. Donc il a passé vraiment une partie importante de sa vie en exil dans ces terres au bord de la Suisse. Et quand il est revenu à Paris, il a fait un triomphe à l'opéra, à la Comédie, je ne sais pas où c'était d'ailleurs, je ne sais pas dans quel théâtre c'était, mais on lui a fait un véritable triomphe, et au cours de ce triomphe, on a montré son buste. Enfin, il était, paraît-il, éperdu d'émotion et de bonheur d'être glorifié comme il l'était, mais c'était... Et les gens criaient « Calas, Calas, Calas !» Il a fait un triomphe parce qu'il avait réhabilité l'innocent Calas. Vous avez vu comment? Vous avez vu comment? Vous vous rendez compte comment nous, Français, nous sommes abusés depuis plus de 2 siècles sur des choses aussi importantes de notre histoire. Et c'est au cours de ces triomphes, donc il passait dans les rues de Paris en voiture. S'il était reconnu, les gens l'arrêtaient. Calas, Calas, Calas! Et c'est là qu'il a été reçu à la Loge des 9 Sœurs. Alors maintenant, je sais où. C'est là, à côté, dans le quartier. Il a été reçu franc-maçon, paraît-il. Non, il n'a pas été reçu. Il a été reçu en tenue ouverte, oui. Tenue blanche. Voltaire n'a jamais été maçon, c'est un maçon d'honneur, un maçon sans tablier. Oui, mais alors il paraît qu'il a été mis à l'honneur de façon inhabituelle. Oui, ça c'est vrai. Inhabituelle. Et la loge des 9 Sœurs se trouve à l'emplacement de la procure actuelle. C'est-à-dire à côté. Tout à côté, qui était une ancienne jésuitière. Et c'était dans les étages ou En dessous. En dessous, à l'emplacement de la librairie. Il reste un vieux mur apparent au fond. Qui est un reste de la loge. Voilà. Et ce qui est curieux, on aurait protesté à l'évêché pour qu'on y apposât une plaque. Voilà. Ça décoiffe de savoir la vérité sur Voltaire. Quand même. Ça change beaucoup de choses.
ça change beaucoup de choses. Moi, ça m'a changé, ça m'a changé vraiment ma vision. Cette grille de lecture est applicable à Diderot. Oui, mais on n'a pas glorifié Diderot autant que Voltaire. Rousseau est un esprit un peu différent, parce que c'est un utopiste. Disons, c'est un bâtard de Fénelon, si on veut, point de vue esprit. Il est assez proche de Bayle. Protestant, la Dandor et compagnie. Et on voit que, à l'époque maintenant, on ne connaît plus Voltaire, sauf par slogan. C'est-à-dire la tolérance, quelques passages de Candide, et sans le comprendre. Vous savez, Candide, c'est illisible. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a relu Candide il n'y a pas longtemps? Disons, il y a une vingtaine d'années, je l'ai enseigné en classe. D'ailleurs, je crois que Maurras le lisait tous les ans pour son hygiène intellectuelle. C'est pour savoir ce qu'il ne fallait pas lire? Il y a plusieurs lectures possibles. Ah, je trouve ça me tombe des mains. Ça me tombe des mains quand même. Je vois pas comment on peut voir un chef-d'œuvre là-dedans. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors quelqu'un, alors toujours pareil, un conte, c'est quand même d'avant tout une histoire. Je dis oui, mais alors qu'est-ce que c'est un kikinon? Ça tombe. Vous pouvez trouver une lecture intéressante de Candide, à part que il nous livre tout Voltaire, c'est-à-dire toute sa vilenie, tout son mépris, toute sa grossièreté, sa vulgarité. C'est abominable, Candide, c'est abominable. Il accuse les Indiennes de coucher avec les singes, les jésuites d'exploiter les Indiens, les mères négresses de vendre leurs gosses, tout y passe. Oui, ça permet de connaître Voltaire sous une forme romanesque. Oui. Ça me paraît très intéressant. Et ensuite, intéressant, oui. Et ensuite, il y a une confrontation philosophique. Lui, au fond, c'est un pessimiste. Oui, c'est ça, c'est par rapport à la philosophie de Leibniz. Oui. Oui. Et sa réfutation de Leibniz est très intéressante. Mais elle est odieuse. Non, mais ça, c'est autre chose. D'accord, je ne suis pas littéraire. Oui, oui tout à fait. Oui. Et, par exemple, les phrases clés reviennent tout au cours du roman. Travaillons sans raisonner. Un peu comme dans les exercices de Saint-Ignace. Alors, ça, je n'ai pas lu les exercices. Non, mais il y a des points communs. Il y a certaines phrases dans les exercices de Saint-Ignace qui reviennent, et après, on découvre la phrase complète. D'accord. Travaillons tous sans raisonner, et à la fin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Vous croyez qu'il avait une vie insupportable, Voltaire? C'est-à-dire, c'est le refus de la métaphysique. Ah oui. Et c'est ça qui est important chez Voltaire. C'est le refus de tout. Voltaire refuse, enfin bon, je ne vais pas me lancer dans la philo, parce que vraiment, je n'ai pas de compétences. Mais ce que Voltaire refuse, je ne sais pas si c'est uniquement la métaphysique, c'est l'amour, c'est le désintérêt, c'est l'élan, c'est la bonté. Il refuse tout ce qui fait les valeurs, tout ce qui fait tenir une société ensemble. Il rejette tout ça. Oui, parce que et les Lumières en général d'ailleurs. Oui, mais les Lumières aussi, ils ont une vision mécaniciste de l'homme. Tout à fait, c'est ce que je dis, c'est odieux. Donc, oui. Éventuellement, relisez les livres de Xavier Martin, c'est très important sur le plan tout à fait. Anthropologique. Absolument. Il y a une brisure, mais qui commence déjà à la fin de la Renaissance. Oui, tout à fait. Oui. Ça remonte loin. Oui, tout à fait. Descartes. Il y a des véritables scientifiques détestés, Voltaire. Buffon, par exemple. Buffon était un ennemi, enfin tous les deux, ils s'envoyaient des missives, enfin ils se détestaient cordialement. Le sort que Voltaire a réservé à Maupertuis, par exemple. Disons, c'est un scientifique de métier, alors que Voltaire était un vulgarisateur. Voilà. Mais c'est même pas un vulgarisateur, parce qu'il vulgarisait des choses qu'il ne comprenait pas. Un imposteur. Les traductions, c'est pas lui qui les a faites non plus, sur les textes anglais. Sur Newton, en l'occurrence, oui. S'il vous plaît, on dit que Saint Fargeau, il avait même dépassé le statut d'Athènes où l'homme était citoyen et il voulait imposer une cité spartiate où il n'y avait plus de liberté pour les gens. Est-ce que vous avez trouvé ça? Non, je n'ai pas trouvé ça, mais je n'ai pas cherché non plus. J'ai trouvé cette explication qu'il avait, au lieu d'avoir comme idéal antichrétien la cité d'Athènes, oui, il voulait la cité spartiate. Chacun est libre de donner son avis pour conduire la cité. Il était remonté à la brutalité
de Sparte. De Sparte, Et oui. que c'était son modèle, en fait. Alors ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Vous en savez plus que moi, là. C'est pour ça que ça pourrait être aussi affreux dans l'éducation, parce que par définition, il n'y a pas d'éducation. On se fait manger par On se fait manger le foie. C'était du totalitarisme, c'était un modèle de totalitarisme. Le projet d'éducation de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, c'est un programme totalitaire abominable. C'est-à-dire qu'il dit on va mettre tous les enfants à égalité. Alors ça s'appelait à Robespierre, ça s'appelait à la Révolution, tout le monde est égaux. Et en fait, il dit que pour habituer les enfants à apprendre, alors il est question d'emblée de leur apprendre à lire, à écrire, à compter. On est d'accord que c'est le principe de base, mais vous ne savez pas entre quelle minute et quelle minute 30 ils vont réussir à la placer. Parce que pour que tout le monde soit égaux dans l'école et que ça ne coûte pas à la République, il faut mettre les enfants au travail dès leur plus jeune âge. Ils seront payés à la tâche avec des primes pour l'instituteur qui gagnera le plus d'argent. C'est une horreur. Les enfants dans les écoles telles que Lepelletier de Saint-Fargeau les imagine, apprennent à travailler en travaillant pour l'école. Des donneurs d'ordre viennent distribuer du travail, c'est-à-dire c'est l'usine à l'école. Ce sont eux qui assurent le ménage de l'école, ce sont ceux qui assurent les répétitions pour les plus jeunes, ce sont eux, le dimanche, ils vont faire des exercices militaires, et à la fin de la journée, ils vont s'occuper des vieux du village, parce que ça sera un honneur pour eux. C'est le bagne. C'est le bagne. C'est absolument abominable. Avec des punitions infernales. Le truc, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Mais ce qui est curieux, si j'ai bien compris, il était extrêmement riche, parce qu'en me promenant du côté... Extrêmement riche. Extrêmement riche. Bon, bref, dans le 19e, Ouais. j'ai lu une petite plaque dans la rue, et il disait que tout le terrain qui était au-delà du rectorat, ça appartenait à Michel Lepelletier. J'en suis pas revenue, c'était gigantesque, quoi. C'était sa propriété. Une de ses propriétés parisiennes. À Paris, sinon... Une de ses propriétés à Paris, il y en avait une autre. Dans le 19e, dites-vous. Il y avait le plus grand hôtel particulier du Marais, c'est le sien encore. Ah bon? Ah oui, oui. Plus le château de Saint-Fargeau. Ah oui, oui. C'est une ferme de 4000 hectares. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais en Bourgogne, hein. Oui. Mais à Paris, c'est énorme. Hein. C'est une de ses deux propriétés. Il avait deux propriétés à Paris. Deux propriétaires. Rue Culture Sainte-Catherine, il avait un... Ouais. Ah oui, un hôtel particulier. Et comme il était conventionnel et qu'il était franc-maçon, bah, sa fille, pendant toute la terreur, elle pouvait s'appeler Lepelletier de Saint-Fargeau. Elle lui est rien arrivé, la gamine. Elle a bien été protégée quand même. C'est tant mieux pour elle, hein. Je veux dire, je n'appelle pas à la mort des petites filles, moi surtout pas. Avez-vous encore d'autres questions? Non? Comment doit-on faire maintenant, quand on est rentré avec des plus ou moins, Voltaire était bien, c'était pas mal ce qu'il a fait, maintenant on revient, c'est un traître, etc. Comment on vit maintenant avec ça? Et comment on va se débrouiller? Alors je vais vous dire comment on vit. On vit beaucoup mieux parce que quand le mensonge a éclaté et que la vérité, bah, c'est quand même plus confortable. C'était mon métier. Bon, je vous ai apporté quelques livres si ça vous intéresse. Vous avez écrit un livre sur les philosophes. Pardon? Est-ce que vous avez écrit un livre sur les philosophes? J'ai écrit de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, dans lequel je raconte un petit peu l'escroquerie des Lumières, quoi. Hein. Mais c'est un fascicule. C'est un fascicule dont je dois avoir... Ouais, voilà. Sinon ça c'est mon livre sur l'énigme d'Amiens, ça c'est Voltaire. Régulièrement, et justement, j'écoutais tout à l'heure votre émission sur Saint-Fargeau. Voilà. Je suis voisin. Ah bon, Et je vais dans le souvent 19e lire, ou... dans le jardin qui est derrière l'hôtel de Saint-Fargeau, c'est merveilleux. Ouais. Voilà, bon ben écoutez.